Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes le 9 avril 2025. Vous avez tous entendu parler de l'augmentation de 104% des tarifs douaniers de l'administration Trump contre la Chine et vous avez sans doute entendu parler, vous venez juste d'entendre parler de la mise en place de tarifs supplémentaires et donc la décision de la Chine de porter à 84% les tarifs douaniers des produits provenant des États-Unis. Pour ma part, je pense que le terme de guerre commerciale peut être utilisé maintenant. Il est, à mon avis, tout à fait approprié. On va voir un peu dans le courant de cette vidéo de quoi il retourne, les différents points. Je fais quand même référence à des vidéos que j'ai publiées auparavant sur cette chaîne. Donc, je vous demande de les regarder éventuellement. Ça peut vraiment venir en complément de cette espèce de synthèse que je suis en train de faire. C'est une synthèse, disons, de l'existant, mais surtout de ce qui peut être prévisible dans la suite du déroulement de cette guerre commerciale. D'abord, il faut comprendre les griefs des États-Unis envers la Chine. Ils sont très spécifiques. Ce n'est pas des griefs qu'ils ont envers tous les autres pays envers lesquels ils ont imposé des droits de douane. Et d'ailleurs, je ne suis pas très loin de penser en fait que les droits de douane imposés aux autres pays ne sont peut-être... Enfin, je veux dire, je pense que pour les Américains, vraiment, le principe d'imposer des droits de douane à la Chine, c'est quelque chose qui est central dans tout ce qui se passe en ce moment. Donc, les griefs, ce sont la propriété intellectuelle, la sous-évaluation du yuan de manière récurrente, le dumping social et probablement aussi l'achat de la dette US grâce en fait à l'argent qui a été mis de côté par les Chinois suite justement au fait que les marchandises ils les écoulent aux États-Unis qui payent en dollars. Donc les Chinois doivent placer leur dollar quelque part et qu'est-ce qu'ils font? Ils le réinvestissent aux États-Unis sous forme de bons du trésor américain ou en réserve de change. Et on va revenir sur ce sujet-là plus particulièrement. Et donc, c'est vraiment comment dire, vraiment le centre le centre du problème. Ça date pas d'hier. Je vois encore des informations qui circulent sur les réseaux sociaux, même dans les médias, surtout les médias français qui malheureusement font pas leur travail. C'est terrible. C'est même pas un problème de complotisme de droite ou de gauche. C'est juste qu'ils font pas un travail d'information. C'est assez affligeant. Si vous voulez, c'est pas quelque chose qui a été décidé au dernier moment comme ça par Trump avec un tweet. C'est pas vrai du tout. J'en veux pour preuve un certain nombre de points qu'on va retrouver dans la suite de cette présentation. Donc, la guerre des tarifs, bon, ça vous la connaissez, hein, les tarifs douaniers, les USA augmentent unilatéralement, la Chine réplique, il y a donc un engrenage. Hein, c'est-à-dire que il y avait déjà eu une augmentation des tarifs lors du premier mandat de Trump. Puis donc maintenant, il y a des tarifs qui sont remis en place par les États-Unis. La Chine a répliqué avec un taux, disons, à peu près égal. Et maintenant, les États-Unis disent que ça va pas, donc ils doublent les taux et passent maintenant à 104%. La Chine ne se laisse pas faire, passe à 84%. C'est un vrai engrenage parce que quelque part, on voit bien qu'il y a une confrontation, on peut utiliser le terme de guerre, de confrontation, d'adversaire, etc. Je pense que c'est tout à fait assumé, en tout cas par les Américains. Et il y a engrenage, parce que c'est présenté de telle manière par les Américains, à vrai dire, que les dirigeants chinois ne peuvent pas vraiment laisser passer ça de cette manière-là, parce qu'il y va de la perte de face. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas accepter. En Chine, perdre la face, ça veut dire perdre le pouvoir. Vous imaginez bien que ce n'est pas quelque chose qui est possible. Donc il y a un engrenage qui va se mettre en place. Et il y a tout un tas de... Il y a toute une richesse de possibilités quant aux répliques possibles de part et d'autre, des USA et de la Chine. Donc c'est ce que je voudrais étudier.
Alors ça va pas nécessairement vous donner des réponses chiffrées, et quelque chose de très construit nécessairement, mais disons que considérez que c'est plutôt une liste des points qu'il va falloir surveiller dans les jours et les semaines qui viennent pour voir comment se déroule cet engrenage. Éventuellement, ça peut s'arrêter, hein. Éventuellement, il peut y avoir négociation, il peut y avoir des pays, des grands pays, hein, par exemple, économiquement parlant, l'UE, le Japon, l'Inde, etc., les BRICS, voire éventuellement, qui font leur compte, même comment dire, les monarchies pétrolières commencent à faire les comptes, commencent à s'apercevoir que bon, ça va coûter très très cher, ça va vraiment être un problème. Donc essaye de faire en sorte d'amener la Chine et les USA à discuter ensemble pour résoudre, disons pacifiquement, hein, leurs différends. Parce que, en fait, c'est de ça dont il s'agit. Je veux dire, on n'a pas une guerre chaude, mais on a vraiment une guerre commerciale. Et si elle a un engrenage, on va voir qu'on va aller de plus en plus vers des mesures qui vont être des mesures de rétorsion, des mesures très très difficiles, qui peuvent éventuellement rappeler en Chine, c'est pour ça, en Asie, qui peuvent éventuellement rappeler ce qui s'est passé il y a 150 ans, il y a 200 ans, au niveau de quand les Américains sont arrivés au Japon, sous l'ère Meiji, c'était à la fin du 19e siècle, les traités inégaux aussi, début du 20e siècle, voilà. Donc il y a une histoire qui est encore chaude là-bas, et les thématiques finalement sont pas si différentes que ça, hein. On parle beaucoup, j'ai entendu aussi parler des gens disant c'est la fin de la mondialisation, etc. Non, c'est pas du tout la fin de la mondialisation, ça n'a rien à voir avec la fin de la mondialisation, c'est vraiment une guerre commerciale entre deux pays, voilà, dont les relations économiques finalement se sont tendues au fur et à mesure des années, et on en arrive là. Maintenant, moi je pense, contrairement à beaucoup qui, en regardant les indices rouges, la panique, le CAC 40, le DAX, le Nasdaq et le S&P 500, qui sont tous au rouge et clignotants, pensent que c'est encore une fois la fin du capitalisme, la fin de la mondialisation, la fin de tout ça. Non, c'est pas vrai. C'est une autre phase de la mondialisation. La mondialisation a toujours existé en fait. L'histoire de pays séparés, c'est une fable qui n'a pas de réalité historique. Je pense qu'on peut même remonter très très loin dans l'histoire, hein. Dans l'Antiquité, il y a toujours eu des échanges, il y a toujours eu une espèce de mondialisation. Mais bon, là je vais quand même pas philosopher là-dessus, sinon on est parti pour des heures. Ok, donc on en est là. Un autre aspect de cette guerre commerciale, c'est la guerre des ressources. La guerre des ressources, et en particulier la guerre des ressources minières. Donc, voilà l'exemple parfait qui montre à tous les gens que Trump a lancé cette guerre commerciale comme ça sur un tweet de manière irréfléchie. On a dit, même des gens assez haut placés qui visiblement ont peut-être pas lu les journaux, je sais pas, ou peut-être pas les bons journaux, les États-Unis se tirent une balle dans le pied, etc. Non, c'est quelque chose qui est très réfléchi, et ça, c'en est la preuve. Les USA ont montré leur vulnérabilité aux minerais rares, et les minerais rares, ça vous rappelle pas les discussions qu'il y avait avec Zelensky il y a de ça quelques mois, justement, sur le deal qu'il devait y avoir. La première chose que Trump est arrivé et a mis en place quand Trump est arrivé au pouvoir, c'est précisément une discussion avec l'Ukraine sur la possibilité d'avoir accès aux terres rares, aux minéraux qui sont en Ukraine. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils avaient déjà prévu leur plan. Ils savaient que ça allait tourner vinaigre avec la Chine, et ils savaient très bien qu'ils allaient avoir du mal à accéder aux terres rares et aux minéraux rares. Et d'ailleurs, en ce moment même, on est le 9 avril 2025, la Chine réplique en mettant un contrôle beaucoup plus important justement sur ces fameuses terres rares qui servent beaucoup à la tech.
Donc, c'est pas du tout, si vous voulez, c'est la preuve à rebours que cette histoire de tarifs douaniers, etc., en fait, elle est pensée depuis longtemps. Il y a probablement un plan avec plan A, plan B, plan C, selon les réactions de la Chine, selon les réactions du monde entier. Et je dirais même, si vous voulez, on voit trop facilement l'aspect des tarifs, mais l'aspect des tarifs sert en fait beaucoup de volets de la politique américaine. En fait, ils sont assez gagnants quelque part sur ce sujet-là, contrairement à ce que racontent beaucoup de gens. Pourquoi ils sont quand même gagnants? Parce que le protectionnisme, déjà, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, en fait, il y a des économistes qui disent que c'est mauvais, mais il y a des économistes qui disent aussi que c'est pas si mauvais que ça. Quand on veut créer une industrie, eh bien, ce sont des mesures qui peuvent être positives. Il y a différents économistes qui ont écrit sur ce qui s'est passé avant la Seconde Guerre mondiale, et il y en a qui disent que les tarifs ont été un problème, et d'autres qui disent que ça n'a pas été un problème. Donc il y a un débat quand même dans le domaine économique, et apparemment il n'est pas tranché. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les tarifs douaniers, comment dire, apportent quelque chose d'assez essentiel pour les États-Unis, et je pense pas que quelqu'un l'ait noté, donc je vais le faire très modestement. C'est tout simplement, on voit bien les tensions monter entre la Chine et les USA depuis pas mal de temps. C'est pas spécialement Trump, c'était aussi le cas sous Biden. On voyait effectivement cette tension qui n'arrête pas de monter. La question qui peut se poser, c'est, on voit les États-Unis qui affichent, maintenant c'est vrai ou c'est pas vrai, qui affichent un lâchage quelque part de l'Ukraine. Je ne sais pas quelle est la réalité, je ne suis pas dans les secrets des États-Unis ou de l'Ukraine, mais ils affichent quand même ça. Et quelque part, je pense, ça doit refroidir quand même beaucoup d'alliés ou d'amis des États-Unis pour l'aider en fait quelque part dans leur guerre commerciale, on va dire, contre la Chine. Je pense que à un moment donné, peut-être les Américains ont dû étudier si jamais la Chine envahit Taïwan, à ce moment-là, peut-être éventuellement on protège Taïwan, mais qui va nous aider? Avec quel allié on va se retrouver pour pouvoir défendre Taïwan, militairement parlant pour le coup? Et je pense que la réponse a peut-être été que, bon, finalement, vu comment les Européens se sont comportés avec l'Ukraine et la Russie en Europe, vu le support, peut-être ça serait pas si évident que ça de les amener à créer une alliance dans ces cas-là, dans le cas où ça se produirait. Et donc, dans un cas différent, dans le cas d'une guerre économique, où c'est basé en fait sur des tarifs et sur des tarifs qui sont appliqués au monde entier, quelque part, ça donne aussi un levier aux États-Unis pour pouvoir dire à tous les autres pays, bah écoutez, nous on vous a collé des droits de douane qui sont importants, on le sait, mais on a un problème, on a un problème majeur avec la Chine, et on veut vraiment que vous nous aidiez à résoudre ce problème. Et puis à ce moment-là, bah, on peut peut-être regarder sur les droits de douane un peu ce qu'on peut faire. Donc ça peut être je dis pas que c'est ça, hein, mais je dis ça peut être une possibilité que les tarifs douaniers appliqués à tout le monde, et on remarquera que les tarifs douaniers importants ont été appliqués aux pays qui se situent au voisinage de la Chine. On peut dire qu'il y a une certaine logique parce qu'il y a plus d'exportations de la part de ces pays-là. Mais malgré tout, ça donne quand même un levier supplémentaire aux États-Unis pour pouvoir justement influencer sur la politique qu'ils vont avoir par la suite. Donc c'est un peu quelque part, ça peut être une espèce de préparation. C'est aussi l'occasion, donc les points positifs, hein, c'est l'occasion de recréer une industrie, de renflouer les caisses de l'État. Voilà, il y a ces points positifs-là. Il y a d'autres points négatifs, on est d'accord.
mais la Chine réplique, et la Chine réplique en contrôlant les matières premières qui vont sortir de leur pays. Et puis, il y a d'autres répliques qui sont possibles par la Chine. La Chine a un trésor de guerre quand même qui est important. C'est elle a, on va le voir, des réserves de change qui sont importantes et de la dette américaine. Donc éventuellement, ils peuvent aller racheter des mines un peu à droite à gauche, des choses comme ça. Et donc, quelque part, s'accaparer ou racheter les mines, par exemple dans des pays en voie de développement, etc. La guerre des alliances. Donc ça, j'en avais parlé dans une vidéo aussi, hein, parce que je trouve que c'est important. C'est aussi un sujet qui malheureusement est complètement dont les médias traditionnels, les journalistes passent complètement à côté. Là encore, c'est pas qu'ils reçoivent des ordres, c'est tout simplement que ils s'intéressent pas à ce qu'ils font. Et donc il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on a vu ces derniers temps, la Chine et les pays asiatiques se rapprochent. Quel pays asiatique? Je vous le donne en mille. Eh ben, c'est quelque part, on ne peut pas parler peut-être d'ennemis héréditaires comme on parlait à une époque entre la France et l'Allemagne, mais disons, c'est quand même des pays qui sont antagonistes depuis très longtemps. L'histoire, même l'histoire ancienne, montre qu'ils sont assez antagonistes, à vrai dire. La Chine, donc, la Corée du Sud, hein, qui a pas mal de choses, et le Japon. Donc la Chine qui a beaucoup de choses à reprocher au Japon, la Corée du Sud qui a aussi pas mal de choses à rapprocher au Japon, en fait se sont rapprochés récemment dans une entente pour faire un marché libre, justement, une zone d'échange libre, sans tarif douanier, etc. Donc c'est un peu une réponse quelque part à l'action des États-Unis. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ces pays-là subissent une très forte influence du confucianisme. Malheureusement, encore une fois, ce que vous entendez dans les médias, etc., où les gens se gargarisent en parlant du PCC, du Parti communiste, machin comme ça. Ils ont été abreuvés de ça dans leurs écoles par des profs qui étaient des anciens, qui à l'époque qui étaient des maoïstes, maintenant probablement des anciens maoïstes. Et donc ils ont qu'une vision, c'est une vision, voilà, la Chine c'est communiste, tout ça n'existe pas. Mais c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Tous les gens qui ont travaillé, qui ont vraiment fait des choses en Asie, savent bien que les choses sont pas aussi simples que ça. Et donc il y a beaucoup de choses qui culturellement en fait rapprochent un Chinois, un Japonais, un Chinois, un Coréen et un Japonais. Ce sont des pays qui sont quand même assez proches culturellement parlant si on les compare par exemple à des Occidentaux, quoi. Je veux dire, où la façon de voir les choses, elle est complètement différente, mais vraiment complètement différente. Donc il y a un rapprochement qui s'opère. Pourquoi? Parce que c'est la stratégie américaine, à mon avis, est mal comprise, mais c'est pas étonnant, parce que nous, on a du mal à les comprendre, donc eux, ils nous comprennent mal, hein, c'est normal. Et donc, la stratégie appliquée par Trump, elle fait peur. Elle fait peur parce que elle est, entre guillemets, je dirais, mais bon, après tout, il y avait un programme, hein, il suffisait de le lire, il y a une imprévisibilité, ou du moins, c'est ce que les gens disent que voilà, c'était une décision complètement folle, irréaliste, etc. et surtout imprévisible. Et donc ça fait vraiment peur. Ça, c'est quelque chose que euh, en Asie, on n'aime pas du tout. Et un comportement comme ça, c'est un comportement assez mal perçu. Enfin, je veux dire, qui amène beaucoup de méfiance, qui amène vraiment énormément de méfiance en fait. Et donc ce qui est en train de se dessiner, c'est un peu comme ça. Donc quelque part, avec les tarifs douaniers appliqués justement à tous ces pays-là, eh ben, vous avez les États-Unis quelque part qui font pencher aussi la balance un peu de l'autre côté, parce que avant il y avait l'aspect militaire, hein, la Corée du Sud face à la Corée du Nord, le Japon désarmé, mais
mais aidé par son allié américain, etc. Et maintenant, donc, c'est quand même quelque chose de relativement différent parce qu'on se situe dans le domaine commercial. Donc là, le levier, c'est plutôt les tarifs. Parce qu'il y a des tarifs quand même importants qui ont aussi été appliqués au Japon, à la Corée du Sud, au Vietnam, particulièrement au Vietnam d'ailleurs. Donc il y a un levier à ce moment-là qui est très important. Et non seulement le levier, il existe sur les pays asiatiques, mais il existe aussi sur les alliés européens. Mine de rien, il y a quand même eu 20% de tarifs. Je pense aussi que l'escalade qu'il y a en ce moment entre les États-Unis et la Chine, c'est quelque chose qui va donner probablement à réfléchir à l'Europe dans les éventuelles rétorsions qui vont avoir lieu. Parce que, évidemment, vous comprenez que ça peut, monter et on ne sait pas à l'heure actuelle, au 9 avril 2025, où est-ce que ça peut s'arrêter vraiment. Donc, je pense que beaucoup de pays ont à y perdre, peut-être aussi les États-Unis, peut-être aussi la Chine. Voilà. Donc, mais ça, c'est vraiment important de bien voir cette guerre des alliances et le fait que maintenant les États-Unis, avec ces tarifs douaniers, peuvent être en position d'obtenir plus facilement des alliances. L'art des emprunts. La Chine dispose de 700 milliards de US dollars dans ses réserves de change et je crois 4% des T-bonds américains. Et donc, elle a comme ça un moyen de peser énormément. Alors, elle peut utiliser cette réserve de différentes façons, mais d'un autre côté, la rétorsion, c'est que, et il y a eu des phrases de Trump qui peuvent laisser penser ça. C'est pour ça qu'on peut vraiment parler de guerre commerciale. Hein. Je veux dire, le mot guerre n'est pas du tout exagéré. Trump aurait laissé échapper éventuellement que finalement, pour des raisons techniques, il y a certaines dettes qui éventuellement ne pourraient pas être remboursées ou ne seraient pas remboursées. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est relativement grave. On peut peser le pour et le contre. Ça veut dire, on peut poser, est-ce que vraiment les États-Unis se permettraient de dire, maintenant, on ne rembourse pas ce que la Chine détient comme dette à notre encontre. Donc ça, c'est une possibilité. Hein. Mais dans ces cas-là, ça enverrait un signal terrible au marché. Et puis, d'un autre côté, la Chine peut très bien dire, bon, maintenant, les 4% de dette, je les mets sur les marchés financiers et à ce moment-là, je fais tomber la valeur de ces choses-là et ça peut faire monter comme ça les taux d'intérêt aux États-Unis de manière très importante. Donc, vous connaissez bien le mécanisme maintenant, hein, comme on l'a vécu depuis plus de 2 ans. Ça veut dire les taux d'intérêt montent, donc il y a plus d'investissements possibles et il y aurait de la déflation, il y aurait l'impossibilité d'acheter de l'immobilier, de faire des crédits, etc. Donc, à ce moment-là, le développement prévu par Trump de la réindustrialisation des États-Unis serait vraiment à très gros risque, avec un gros problème, parce que pour pouvoir faire ça, il faut qu'il y ait des investisseurs qui puissent emprunter, et s'ils ne peuvent pas emprunter, la réindustrialisation, elle est mal engagée. On le voit très bien en France, où il y a vraiment ce genre de difficultés et on voit que la réindustrialisation est carrément un mythe. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque part une balance à ce sujet-là. On voit dans les 700 milliards de US dollars dans les réserves de change que ça peut être aussi une possibilité pour la Chine pour acheter des ressources qui vont lui être privées par les États-Unis éventuellement. Hein. Ou bien, encore une fois, pour racheter des mines, racheter des choses, matériaux rares, etc., qui empêchent les États-Unis d'avancer. Donc voilà, il y a cette possibilité qui peut se jouer au niveau des États. Et pour moi, la question est entièrement ouverte. Elle est entièrement ouverte. Il n'y a pas de...
Alors maintenant, j'aimerais bien, parce que moi je ne suis pas vraiment un spécialiste, si vous voulez, de l'économie. Je fais juste des constatations. Je lis les journaux, je lis les sources que je peux lire en anglais, etc. Je regarde un peu aussi ce qui se publie en Chine. Donc j'essaye de comprendre un peu comment ça se passe. Mais s'il y a des... Alors, je veux pas entendre du style, mais c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Moi, je raisonne pas du tout comme ça. Il y a un certain nombre de possibilités qui existent, comment dire, mécaniquement parlant, matériellement parlant. Il faut pouvoir toutes les analyser de manière à pouvoir tirer des scénarios. Après, ils se réalisent ou ils se réalisent pas, c'est un autre problème. Mais le style, ça n'arrivera jamais, c'est comme le Titanic qui devait jamais couler. La guerre d'échange, la Chine peut encore dévaluer sa monnaie. Donc voilà, ça c'est une autre problématique. Et à ce moment-là, la Chine pourrait infliger un double coup aux États-Unis. Ça veut dire à la fois sur les tarifs douaniers, puisque en dévaluant sa monnaie de manière importante, eh bien, il pourrait compenser en fait la mise en place des tarifs douaniers par les États-Unis. Ça s'appliquerait aux États-Unis, mais comme ça va s'appliquer à tout le monde, la baisse de la monnaie, ça peut être aussi une façon de lutter à l'export contre les États-Unis. Alors à ce moment-là, vous avez la Chine, tout simplement, qui lutterait déjà en interne, parce que comme le yuan serait abaissé, bah, à ce moment-là, ça, comment dire, compenserait les tarifs pour l'entrée sur le marché américain. Et puis, en baissant la monnaie, eh ben, ça permet de lutter contre les produits américains à l'exportation sur un terrain étranger. Parce que quand un produit américain arrive et un produit chinois, si le produit chinois a vraiment bien dévalué la monnaie, il va se retrouver beaucoup moins cher que le produit américain. Et donc, les gens vont acheter le produit chinois. Donc, voilà, il y a un double coût qui est possible grâce à ça. Les USA peuvent aussi répliquer en dévaluant leur propre monnaie aussi, éventuellement. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une guerre d'échange dans le registre commercial qui peut tout à fait se dérouler. Ensuite, on arrive peut-être sur des choses un peu plus chaudes. Quand je dis un peu plus chaude, c'est vraiment très chaude. Donc on a la guerre des voies commerciales. Parce que vous imaginez bien qu'à un moment donné, quand vous voyez la guerre des tarifs douaniers, la guerre du protectionnisme, si vous voyez une guerre sur les devises, hein, une guerre sur l'utilisation des emprunts, une guerre sur l'accès aux ressources minérales, ça veut dire la tension entre les deux pays devient vraiment à un niveau extrêmement élevé, extrêmement dur. Et à ce moment-là, on arrive de plus en plus vers comment dire, le bout de la confrontation commerciale, quelque part. Donc, une des confrontations commerciales classiques, hein, je veux dire, le 21e siècle n'a rien inventé, c'est quelque chose qui peut ressembler à un blocus. Ça peut ressembler à un blocus de la part des États-Unis vers la Chine, par exemple. Voilà. Et ils ont encore les moyens avec le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, les Philippines, l'Indonésie, peut-être la Russie éventuellement, point d'interrogation. Et puis vous avez les voies commerciales avec les routes de la soie. Donc éventuellement, il pourrait y avoir une forme de blocus. Alors, dans l'histoire, il y a eu différents types de blocus, on va dire, hein. Il y a des blocus quelque part militaires. Puis il y avait aussi le blocus, par exemple, que Napoléon avait demandé aux Européens qui ont imposé un blocus contre les produits qui venaient d'Angleterre. Hein, c'était donc quand Napoléon était à l'Empire, Napoléon Ier, donc il avait fait ce genre de blocus qui avait été plus ou moins bien appliqué, mais qui lui avait aussi attiré beaucoup les inimitiés sur le continent européen. Donc c'est des choses qui peuvent se passer. Mais la Chine, pour répliquer, a premièrement une marine qu'elle a beaucoup développée
qui est une marine qui est devenue, où ils ont produit beaucoup de, de navires, porte-avions, sous-marins, et puis différents types de navires. Tout le monde pense que c'est pour envahir Taïwan, mais les Chinois ont intérêt à pouvoir garantir leur trafic de business commercial sur les mers. Les échanges principaux se font quand même par des porte-containers. Donc pour eux, c'est quelque chose de très important. Ils ont déjà participé à des opérations, je crois, aux alentours de la Corne de l'Afrique, justement pour protéger un peu les porte-containers et choses comme ça. C'est vraiment quelque chose de très important. Donc ça peut être, disons, ce qui va permettre à la Chine de protéger quelque part leur business. Et puis il y a aussi la relation que la Chine va entretenir avec tous les pays qui sont en Asie centrale. Et donc voilà, même la Russie, etc. Et ensuite, est-ce que les routes de la soie vont pouvoir transiter par là, etc., de manière à alimenter l'Europe, par exemple, hein, ou d'autres pays. Donc ça, c'est une question. Et quand je dis les USA iront-ils jusqu'à une forme de blocus, il faut regarder, par exemple, vous avez le canal de Panama pour l'instant, hein, regardez justement dans toute cette histoire, vous avez quand même Trump qui dit de manière très agressive que le canal de Panama, les Américains doivent reprendre le contrôle. Il me semble que récemment, c'est une entreprise américaine, je suis pas trop sûr, je ne sais pas si c'est BlackRock ou un fonds comme ça qui a pris le contrôle du financier du canal de Panama, ou je crois que c'est une autre entreprise, je ne me rappelle plus trop laquelle est-ce. Enfin, voilà, c'est une entreprise américaine, ça en tout cas c'est sûr. Donc on voit bien, si on regarde quelque part l'envie que les USA, les yeux que les USA tournent vers le Canada ou le Groenland, on peut aussi considérer que ça peut faire partie en fait des moyens qu'ils ont de vouloir imposer peut-être un blocus ou éventuellement ce genre de choses-là si la guerre commerciale vient à s'envenimer. Et ensuite, moi je répondrai pas à la question parce que déjà quand on en arrive à ce genre d'extrémité, ça veut dire quand même que la tension entre les deux pays est quand même à son maximum. Ça veut dire aussi que l'économie mondiale est assez malmenée. Mais je pense que c'est vraiment important, si vous voulez, de reprendre tous ces éléments-là, de les mettre ensemble comme je l'ai fait, de surveiller d'un œil on ne peut plus attentif ce qui se passe réellement. Vous avez tout un tas de médias anglo-saxons qui sont un relais. Je veux dire, vous avez par exemple Reuters, Bloomberg, etc., qui renvoient quand même ces informations. Malheureusement, c'est assez rare dans la presse française. Peut-être vous pouvez trouver plus dans la presse francophone. Je pense à la Suisse, à la Belgique, au Canada. Ils sont aussi très concernés. Donc vous pouvez trouver des informations et il faut aller les chercher sur des médias étrangers. Ça, c'est vraiment nécessaire pour avoir vraiment une vision comme ça. Et puis, bien évidemment, vous avez ma chaîne, donc qui s'appelle Expatriation Voyage. Cette chaîne, hein, elle a deux pages web en fait qui parlent de l'expatriation en Asie, du business avec le monde chinois, et puis une page LinkedIn pour m'inviter. Donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne Expatriation Voyage de manière à pouvoir suivre un peu tous les démêlés qui vont apparaître sur ce sujet-là. Et je pense que c'est vraiment nécessaire parce que ça pourra vous apporter l'information dont vous manquez cruellement, malheureusement, si vous vous contentez des médias, enfin, surtout les médias mainstream, quoi, les médias mainstream officiels.
qui c'est pas par comment dire, c'est pas par complot ou par méchanceté, c'est juste par ignorance en fait, ne rapporte pas les informations. D'autre part, je vais vraiment pas me faire beaucoup d'amis, mais franchement je m'en fiche un peu. D'autre part, il y a aussi un problème, si vous voulez, c'est que à l'opposé, vous avez tout un tas de sites qui sont purement des sites complotistes, etc., qui rendent pas une vision objective de la situation. Ils ont pris parti pour les Russes, pour les Chinois, pour les Martiens, pour les je sais pas quoi. Et donc, ils cherchent quelque part à pousser un narratif. Et ça, c'est vraiment quelque chose de terrible. Je pense qu'il faut vraiment, justement maintenant que les choses commencent à déraper dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, il faut justement garder son calme, garder la tête froide, regarder un peu ce qui se passe, comprendre que bon, c'est vrai que c'est les deux principales économies mondiales, que de toute façon, un jour, la confrontation devait arriver, mais que ce ne sont pas non plus les seuls pays au monde, les seules zones économiques au monde. Donc même si ça représente beaucoup, c'est quand même pas la totalité. Donc voilà, pour l'instant, ça en est là. Et je pense que il faut rester attentif à la suite. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.